Salut Lisa, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Soumia Luquet, directrice de la Maison Luquet. Dans ce premier épisode avec Soumia, nous parlons des idées reçues que l'on peut avoir sur le métier de taillandier. Qu'est-ce que la taillanderie pour la forge ? A-t-on toujours besoin de taillandier ? Quelle est la place de la femme dans la taillanderie ? Innovation et taillanderie sont-elles compatibles ? Autant de questions auxquelles Soumia répond. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Soumia et merci de m'accueillir dans ton atelier. Comme tu le sais, nous avons l'habitude de faire un premier épisode sur les idées reçues. Je vais quand même t'introduire pour que les gens comprennent sur quelles idées reçues nous allons travailler. Soumia, tu es directrice de la Maison Luquet. Et tu es forgeronne. J'ose le dire. Et donc, la Maison Luquet, c'est une maison de taillandier. Vous fabriquez des outils. Donc, on va en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais qu'est-ce que taillandier ?» Donc, on va un peu déblayer tout ce sujet. La première idée reçue qu'on peut avoir sur ton métier, c'est les taillandiers sont tous des forgerons et tous les forgerons peuvent être taillandiers. Alors, c'est probablement quelque chose qui a été vrai il y a longtemps, puisque un forgeron avait probablement, un rôle au centre du village. Donc, tant qu'à faire, il bossait sur tout, il restaurait tout. Maintenant, vraiment, de manière contemporaine, non, on a quand même vraiment des compétences hyper scindées. Donc, est-ce que tous les taillandiers sont forgerons ? Forgeron, c'est le terme générique, hein, on est d'accord, pour tous les métiers qui déforment la matière métallique par le feu. Et on va dire que sous le métier de forgeron, il y a plein de branches. Donc, les gens connaissent souvent le serrurier, le ferronnier d'art, le coutelier, le maréchal ferrant. La particularité des taillandiers, c'est qu'ils ont, on va dire dans leur connaissance, le fait d'utiliser des matériaux très spécifiques à leur métier, que peut-être d'autres, que les ferronniers n'utilisent pas. Et c'est vrai qu'un ferronnier va faire des volutes ou déformer la matière d'une certaine manière. Donc non, je crois que tous les forgerons ne sont pas taillandiers. Par contre, les taillandiers appartiennent à la famille des forgerons, donc dans ce sens-là, ça marche. D'accord. Et c'est quoi les matériaux spécifiques aux taillandiers qui ne sont pas vrais pour tous les métiers ? Donc les taillandiers, le terme vient de taillant, hein, donc c'est les forgerons qui fabriquent des outils ayant un taillant. Et qui dit taillant dit que c'est des outils qui partent au travail. Donc dans la notion de travailler avec ces outils-là. Et les outils subissent une contrainte, donc à chaque contrainte, à chaque destination d'utilisation et à chaque humain qui utilise au savoir-faire, et matériaux qui est travaillé, le corps de l'outil qu'on appelle le fer de l'outil doit être structuré pour d'un côté peut-être absorber des chocs ou trancher ou tailler, de l'autre côté peut-être éviter la déperdition, des vibrations. Donc on utilise généralement le corps du fer en général, il est fait dans un matériau, donc dans un acier plutôt doux, dans un acier avec une teneur en carbone un peu plus faible, et la partie tranchante, elle est souvent dans un acier avec une teneur en carbone plus élevée. Et chez les taillandiers, il y a une grosse connaissance de la métallurgie, puisqu'en fait, ils utilisent différents aciers en fonction des outils. Plus il y a de carbone, plus c'est solide. Plus il y a de carbone, plus l'acier peut se durcir, jusqu'à devenir trop dur d'ailleurs, puisque les taillandiers vont essayer de choper l'équilibre qui permettent aussi que ces outils soient affûtables. Donc si c'est trop dur, on tombe dans des aciers relativement industrialisés et pour une fabrication et une utilisation industrielle, donc ils vont être compliqués pour l'artisan qui les utilise pour pouvoir les affûter. D'accord. Question peut-être très très bête, mais on n'aurait pas tendance à faire des outils qui sont pas à affûter et qui justement ne s'abîment jamais ? Le fait qu'il soit durci et difficile à affûter n'enlève pas les éventuelles déformations. Et puis selon, par exemple, si on parle des métiers du bois, selon l'angle d'attaque ou selon l'essence de bois, tu vas devoir réaffûter plus ou moins. Mais un taillant trop dur, c'est un taillant qui est aussi invasif au travail pour l'artisan. Donc il vaut mieux un taillant qui s'émousse et qu'on peut affûter à volonté, selon ce qu'on va faire, que d'avoir un outil qui va s'user par arrachement de matière, parce que c'est ce qui va se passer aussi sur un acier trop dur. D'accord, très clair. La deuxième idée reçue, c'est les taillandiers sont des artisans obsolètes, nous n'avons plus besoin de ce métier.
Ce serait compliqué de dire oui. Oui, c'est vrai. De dire oui. J'existe, mais on n'a pas besoin de moi. Alors, on va reprendre ça peut-être sous une forme de logique. Si on n'avait pas besoin de nous, on n'existerait vraiment pas. Aussi simplement que ça. Personne ne viendrait nous chercher. L'industrie a probablement fait péricliter pas mal d'ateliers, ce qui paraît normal dans le cycle de l'humanité, car à un moment, on a voulu standardiser des choses et puis on a quand même presque maintenant 2 siècles de standardisation sur l'outillage. Et la standardisation a ramené l'outil à l'échelle de consommables. On en parlera peut-être plus tard, mais les gens se sont habitués à acheter des outils qui vivent un certain temps et voilà. Pourquoi on a vu renaître de la taillanderie ? Probablement pour des questions d'ergonomie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus par exemple, de bottiers ou de chausseurs ou de cordonniers. Mais parce qu'il y a la standardisation qui peut convenir à certains usages et il y a probablement des usages, des utilisations, des destinations d'utilisation qui font que ça reste plus sécure, plus confortable aussi physiquement d'avoir un outil qui est fait pour ton gabarit et pour l'utilisation stricte que tu en fais. Et je crois qu'aujourd'hui, si on existe, c'est probablement que le besoin est vraiment revenu sur le devant de scène, on va dire. C'est que les gens veulent aussi prendre plaisir à leur travail et sécuriser leurs gestes pour pouvoir durer dans le temps, surtout quand c'est des métiers physiques en plus. Quand toi, en tant que consommateur, tu achètes chez un artisan, j'ai l'habitude de dire aux gens, en fait, tu participes à toute une économie. Tu n'achètes pas qu'à un artisan. Tu donnes de l'argent à un artisan pour qu'il puisse s'acheter des outils et potentiellement payer un autre artisan pour qu'il puisse faire tes outils. Et donc, quand tu achètes un artisan, tu participes à tout un écosystème, à toute une économie qui, pendant des années, en France en tout cas, s'est diluée. Et donc, tu fais partie de ces métiers qui vont bénéficier de la relance économique de l'artisanat. Alors, des exemples comme ça, au quotidien, à la Maison Luquet, on en a plein. Ça fait des histoires incroyables. Je pense qu'on devrait allumer un feu, un feu de camping et laisser venir les gens s'asseoir avec nous le soir. Je vais essayer d'en citer un pour le mettre en œuvre. Il y a une maison qui est en restauration au centre de l'Alsace, à Chervillers, et qui est presque intégralement taillée à la hache. Elle est faite donc en Alsace, ça veut dire qu'elle va travailler sur du bois alsacien. Le charpentier, Julien Hubin, va décider de travailler avec des bois alsaciens, donc il va se rendre dans la forêt la plus proche qui fournit ces bois. Le gestionnaire forestier est surpris de voir Julien arriver et choisir les arbres sur place. Du coup, ça valorise son boulot de gestionnaire forestier. Il est honoré que ça donne sens à son taf. Du coup, il va mettre ses plus beaux arbres à disposition de Julien. Et les arbres ne sont pas forcément droits ou faits pour du sciage. C'est-à-dire qu'on peut les choisir tordus, on peut les choisir déjà cintrés pour certaines pièces. Il est surpris de voir que certains bois qui auraient été justement pas acceptés en scierie parce qu'ils sont pas droits, là ils sont les bienvenus. Et pour ce faire, le gestionnaire forestier sort les bois, les met en bordure de forêt pour que Julien puisse bosser dans les bonnes conditions. Les bois sont taillés sur place, les déchets qui peuvent rester sur place restent sur place. Il faut moins de machines pour rapatrier les bois. Ça arrive du côté de chez le client qui décide de faire cette maison. Les bois sont taillés sur place. Les rebuts de bois, les charpentiers peuvent les prendre pour brûler. Les voisins sont venus se servir aussi. Le client lui-même, il a un peu de bois pour chauffer. Ce chantier se fait dans le silence. Julien a choisi les haches en fonction des bois qu'il a utilisés. Donc il est venu chez nous, il nous a dit moi je vais travailler sur telle section, il me faut telle et telle hache. Ah, je commence à avoir une tendinite, il faudrait peut-être que j'ai une hache pour le matin, une hache pour le soir. Donc c'est ça que je citais en disant l'ergonomie de travail. Et en fait tout se fait dans un petit kilomètre de séquence et le circuit est extrêmement court. Et tu enlèves du coup les locations de machines et tout ça c'est que de l'argent. Et un circuit qui tombe exactement dans la personne concernée. Il n'y a plus de système d'intermédiaire. C'est fou. Alors du coup, quand les gens nous disent, par exemple, quel est le bénéfice de tout ça, c'est que quand tu vas dans un magasin industriel et que tu achètes une hache d'industriel, tu connais pas toute l'histoire qu'il y a derrière là. Tu as l'histoire devant toi.
Alors je vais citer les propos justement de Stéphanie Pétuya, qui est matelassière, qui me disait que notre rôle aussi c'est de dire quel est le bénéfice du bénéfice. Le premier bénéfice c'est de faire du bien à la planète sous plein de formes que ce soit. Le bénéfice du bénéfice c'est que l'argent que tu donnes à ce moment-là, tu le mets directement dans la poche du forgeron. Et il y a même un bénéfice du bénéfice du bénéfice, c'est que certains investissements qu'on fait sont pour le bien-être d'autrui. C'est-à-dire que quand tu achètes une hache chez nous, tu sauves notre métier. Tu sauves d'autres métiers. C'est aussi ça, soutenir une taillanderie. Et c'est aussi ça, soutenir l'artisanat. En Exactement. effet. Les bénéfices du bénéfice du bénéfice. Je suis totalement d'accord. La troisième idée reçue, c'est le métier de taillandier est réservé aux hommes car il nécessite beaucoup de force. On va essayer de pas jouer la carte du clivage, au contraire, un véritable accueil, un accueil qui se veut bienveillant et universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut sentir chez moi, sur les réseaux sociaux ou par ailleurs, qu'il peut y avoir du militantisme autour de je veux féminiser les ateliers. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que quand on dit qu'un métier est genré et qu'il fait appel à la force, on a tendance à compter sur le physique de quelqu'un au détriment justement de son ergonomie de travail. Donc aujourd'hui, quand on rentre dans un atelier de forge, ou peut-être les siècles précédents, j'y étais pas, donc on va essayer de pas trop poser d'idées reçues, mais force de constater que quand même ce poste-là, il a quand même été plus que largement occupé par des hommes. Et à travers ça, je pense que c'est aussi tout un circuit et un système qui dit, comme c'est genré, on fait en sorte que ça appelle à la force d'un mec. Donc que ce soit, je cite souvent le fait d'ouvrir une meuleuse ou de transporter des sacs de charbon ou des trucs comme ça. Alors est-ce que ça fait appel à la force physique ? J'aimerais que un peu moins, pour que à peu près tous les gabarits puissent travailler dans une forge, dans un atelier de forge. Et peut-être qu'en voyant des gabarits différents dans un atelier de forge, et effectivement une petite bonne femme, effectivement un forgeron gringalet, est-ce qu'on peut pas s'imaginer que tu adaptes en fait juste ton poste de travail ? Et que si nos fournisseurs, nos partenaires ou tout simplement le public voient des gabarits différents déjà, se disent c'est à travers la manière dont tu choisis la hauteur de ton enclume, comment tu te positionnes, le choix d'avoir plein de marteaux différents pour dire que c'est possible pour tous les gabarits. Voilà. Sinon, on prend aussi des machines-outils, c'est fait pour ça. Donc on peut avoir un marteau-pilon, une presse. Si on n'a pas des gros bras, ça va bien aussi. Faut savoir s'équiper et réfléchir à son atelier. Exactement. La quatrième idée reçue, c'est les taillandiers utilisent des méthodes de fabrication archaïques. Alors, tout est une question de sémantique. Archaïque, nous, on utilise le terme empirique. Faire à l'ancienne, c'est pas mal faire. C'est pas ridicule, c'est pas... Encore une fois, je reviens à cette histoire de cycle dans l'humanité. On a le droit de passer par plein de méthodes, plein d'approches, plein de combustibles, plein de gestes, plein de machines-outils, plein d'outils d'assistance. C'est parfaitement OK. Et puis, à un moment, dans le chemin de la vie ou dans le chemin de la pratique, parfois, le chemin le plus simple, il s'avère que c'est à l'ancienne. Pareil, là, j'ai un exemple. Tu veux couper un morceau de métal alors que t'as ton feu qui est à blinde et que tu veux couper une barre, t'as le choix de stopper ton feu, t'arrêter, emmener ta barre, allumer la meuleuse et disquer à la meuleuse avec tout le bruit que ça fait une meuleuse. Et voilà. Ou alors, tu restes à ton feu, tu poses ta barre, elle chauffe, tu mets une tranche à chaud, c'est-à-dire c'est cette espèce de marteau un peu biseauté et on coupe. Et c'est tout. C'est un coup de marteau. Donc, est-ce que les taillandiers ont besoin d'utiliser des méthodes archaïques ou à l'ancienne, ou je sais pas comment les gens peuvent les nommer ? Parfois, c'est simplement par pragmatisme, surtout qu'on revient à des gestes anciens. Des fois, c'est ceux qui ont été les plus efficaces. Et il y a des nouveaux gestes qui ont été développés qu'avant n'étaient pas utilisés ? J'essaie de réfléchir un peu cette question. Peut-être dans les machines ? Ouais, je pense qu'on est passé par des tests de mécano-soudure. C'est le premier truc auquel ça me vient, c'est-à-dire je t'ai fait passer à l'atelier, puis t'as pu constater que les haches, par exemple, sont faites parfois en plusieurs morceaux. Alors oui, on a forcément dû passer par cette idée que ça se faisait à l'électrode ou à la baguette, je sais pas comment le dire, mais en somme, de passer par du mécano-soudage
usage et en fait ça c'était pas ok, ou ça le faisait moins, et on est revenu à ce qu'on appelle à la soudure à chaud ou à la soudure à la forge, une des typicités de la taillanderie, c'est-à-dire de porter 2 morceaux de métal à température de fusion ensemble et par écrasement, par martelage, on finit par faire fusionner, et ça va très bien. Alors ouais, je crois que ça peut surprendre les gens de se dire vulgairement ils se font chier, mais pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus pérenne. Donc voilà. Et c'est ce qui permet justement, quand tu dis pérenne, ça rend l'outil pérenne. Oui, c'est-à-dire que ça participe à modestement le faire vivre 200 ans, ouais. 200, 300, plus. Et donc ne pas participer à cette surconsommation de l'outil et dire moi quand je crée de l'outil, c'est un outil qui se transmettra de père en fils ou de père en fille ou de mère en fille ou de mère en fils. Justement, cette notion-là, elle est très importante pour nous. On est passé par une phase industrielle où donc on achète des outils peu chers et on a admis petit à petit que ces outils ont une durée de vie moins longue. Et pourtant, on est tous là assez fiers à récupérer la pioche du grand-père, l'âge de l'arrière-grand-père. J'ai retrouvé une hache militaire de la Première Guerre. Regarde, elle est encore en bon état. Donc, c'est assez ambivalent. Tu achètes des outils pas trop chers. Et d'un autre côté, t'es vraiment satisfait quand tu vois qu'un outil a traversé les âges. Donc ça appartient, je laisse ça aux gens et aux auditeurs, mais sincèrement, ce qu'on est en train de redire, c'est que on se gourre peut-être dans cette relation à l'outil. Nous, on fait par exemple pas mal d'outils pour les professionnels, et on est en train d'induire chez eux que quand ils vont voir leur banquier ou leur comptable, c'est qu'une hache, alors on va dire le truc qui dresse les poils, c'est que certaines haches de travail, elles sont presque à 1 000 €, voire à 1 000 €. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ça tranche avec les 39 € de chez Brico Merdo. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi aussi cher? Mais parce que cette hache-là, c'est pas un outil consommable, ça s'appelle un amortissement. Quand on va chercher sa rabot d'Ego ou quand on va chercher une grosse machine d'une grande marque dans un magasin de bricolage pour les professionnels, on est genre à la scie circulaire à 400 balles, quoi. Et on sait qu'elle a une durée de vie limitée. Donc ouais, en fait, ça s'appelle un amortissement. Aujourd'hui, tu achètes un outil, tu l'achètes pas pour toi. D'ailleurs, nous, on demande à nos clients, par exemple, de mettre leurs initiales et de réfléchir correctement à leurs initiales, parce que cette hache, elle n'aurait pas dévolu. Elle va vieillir beaucoup plus longtemps qu'eux, quoi. On en parlait avec Simon, ton compagnon, justement. Quand tu compares un t-shirt à 40 €, où tu dis quoi, 40 €, c'est quand même abusé, et un t-shirt à 10 €, où tu dis là ça va. Mais en fait, le t-shirt à 10 €, tu vas le mettre 2-3 fois, et après il sera poubelle. Et le t-shirt à 40 €, tu le mettras 50 fois. Et le prix d'usage, il sera bien inférieur sur ton t-shirt à 40 € que sur ton t-shirt à 10 €. Et c'est exactement ce que les valeurs de l'artisanat, finalement, c'est oui, je suis plus cher, mais je dure aussi plus longtemps et je suis bien plus pérenne. Et vous n'aurez pas à racheter une hache dans 5 ans. Très souvent aussi, je fais le parallèle, par exemple, entre notre métier et celui de tatoueur. Ça me fait aussi marrer ce truc-là. Il y a toutes les années de formation, toutes les années d'expérience, toutes les années de pratique pour que cette personne, elle soit capable de restituer un objet qui va durer des siècles. C'est ça qui est quand même aussi hyper bluffant. Et que là où tu laisserais pas un enfant de 4 ans te tatouer parce que il apprend à dessiner et que tu sais que tel tatoueur est renommé parce que waouh, il a une sacrée plume, et c'est pareil pour un taillandier. Arriver à ce degré de technicité, j'invite les gens à se rapprocher de forgerons taillandiers, de poser des questions et de poser des questions qui laissent le forgeron répondre et pas juste poser des idées reçues. Très bien, et c'est une très belle conclusion à tout ça. Merci beaucoup Soumia pour ton temps. Je t'en prie. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode avec Soumia Luquet vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons davantage du parcours de Soumia et de sa rencontre avec la forge et la taillanderie. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.